John Miller, rescapé des champs de bataille d'Afghanistan, cherchait la paix dans un endroit oublié du temps, un manoir délabré dans la nature sauvage du Vermont. Son seul compagnon était Tess. Un berger allemand dont le calme avait été forgé dans le chaos du combat. S était un roc, un témoignage silencieux de discipline et de maîtrise. Mais profondément sous la maison. Dans les vestiges froids, humides et sombres, un souterrain s'était terré. De la solide paroi de pierre ancienne, un gémissement silencieux s'échappa, un son d'une profonde anxiété que John n'avait jamais entendu. Puis, il commença à creuser avec ses griffes puissantes, griffant frénétiquement la pierre impénétrable. Tout son corps tremblait d'une urgence désespérée. John le regarda. Le sang glacé. « S'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. » Le silence des forêts du Vermont était une lourde couverture, vraiment forte et apaisante pour John Miller. Les pins murmurant, semblait-il, les esprits du passé restaient à une distance respectueuse. Sa petite cabane isolée était plus qu'une maison, c'était une forteresse contre un monde devenu trop bruyant, trop rapide, trop rempli de choses qu'il s'efforçait d'oublier. À l'intérieur, le feu dans la cheminée en pierre s'était réduit à un lit de braise incandescente, projetant une lumière orange chaude sur la pièce rustique. Son souffle reposait sur la voiture rustique. John était étendu sur le sol rustique, mince, avec une force plus tendineuse que volumineuse. Ses courts cheveux bruns étaient parsemés d'argent aux tempes, un témoignage prématuré d'une vie passée en première ligne. Une barbe de 3 jours épaisse et bien taillée couvrait un visage buriné. Aimable, bien que ses yeux bleus aient souvent un regard lointain et hanté, même dans le sommeil. Son corps était tendu, enroulé comme un ressort, toujours prêt pour la tempête qui arrivait comme un orage. Le soleil, le sable entre les dents, le rugissement assourdissant d'une explosion qui semblait lui aspirer l'air des poumons. Des cris dans une langue qu'il comprenait, et le manque d'odeur. De poussière et de quelque chose de piquant, de quelque chose de définitif. Lourdement, il maniait son fusil, mais ses bottes étaient comme remplies de plomb. Un gémissement silencieux transperça le bruit, puis vint un son qui n'avait pas sa place. Une main lourde reposait dans le paysage désolé, sa tête un souvenir humide de sa tête sur sa poitrine. Les yeux de John s'ouvrirent, haletants. L'odeur fantomatique de la fumée persistait encore à l'arrière de sa gorge. La cabane était sombre, sûre. Le seul bruit était le doux crépitement des braises et la respiration régulière et apaisante de l'animal au-dessus de lui. Il baissa les yeux vers une paire d'yeux ambre intelligents. « Doucement, mon gars », murmura John d'une voix rauque. S se déplaça, un magnifique mélange de sons. Précieux berger allemand, d'un beau gris loup et blanc, doux sous la main tremblante de John. Il était plus qu'un chien, il était une encre vivante dans le présent. Il était avec John depuis 5 ans, un thérapeute à 4 pattes qui travaillait pour des croquettes et de l'affection. S semblait avoir une compréhension surnaturelle des blessures invisibles que John portait. Il savait précisément quand appliquer la douce pression de sa propre présence pour chasser les cauchemars, Merci, mon gars, John caressa lentement sa tête. Bien. S sembla accepter ce grognement silencieux avant de sauter gracieusement du lit. Il s'installa sur son propre lit près du feu, mais ses yeux restèrent fixés sur John, un gardien silencieux et vigilant, alors que le matin froid arrivait. La lumière vive perçant à travers les arbres. John, maintenant vêtu de son uniforme habituel de chemise à carreaux bleus délavé sur un t-shirt gris, d'un jean usé et de solides bottes de travail, suivait sa routine avec une économie de mouvement qui témoignait de son entraînement militaire. Il prépara du café, partagea des toasts avec S. Puis ils partirent pour leur promenade matinale. Le chemin de terre menant de sa cabane était long et solitaire. À son extrémité se trouvait une simple boîte aux lettres solitaires, minimisant le contact avec le monde extérieur. La plupart des jours, la boîte était vide, à l'exception d'un dépliant occasionnel, mais aujourd'hui, une enveloppe croustillante de couleur crème, d'apparence inquiétante, se trouvait à l'intérieur. Il la rapporta à la cabane, la tournant dans ses mains. L'adresse de l'expéditeur était celle d'un cabinet d'avocats de Burlington. John fronça les sourcils. Il n'avait pas d'avocat, aucune affaire qui en nécessiterait un. Il s'assit à sa simple table en bois, ouvrit l'enveloppe. La lettre était courte et formelle. Son langage froid et précis. Elle l'informait du décès de son grand-oncle, Augustus Miller,
un homme que John n'avait rencontré que quelques fois dans sa vie. Il ressentit un sentiment de perte. Lointain, étouffé. Augustus avait été la brebis noire de la famille, ou plutôt la brebis grise. Il n'était pas bruyant ou exubérant comme le père de John et ses autres oncles. Il se souvenait de lui comme d'un homme plus calme, qui se tenait en marge des réunions familiales de son enfance, et qui avait eu des conversations avec John, qui parlait toujours de sa famille d'enfance. Qui planait en marge. Ses yeux étaient gentils, mais sa présence éphémère. Mais c'est le paragraphe suivant qui fit s'arrêter la main de John. Selon le testament, Augustus laissait tous ses biens à John. La succession consistait en une seule propriété, Blackwood Manor, située dans un coin reculé du Vermont. Un rire sans joie s'échappa des lèvres de John. Un manoir? Que ferait-il d'un manoir? Lui qui pouvait à peine gérer sa petite cabane? Ou pire, il imagina que cela pourrait engloutir sa petite cabane, et pire encore, que cela pourrait engloutir le peu d'économie qu'il avait. C'était une complication, une intrusion indésirable dans la paix fragile qu'il avait si soigneusement construite. Il froissa la lettre dans son poing, le papier crépitant en signe de protestation. Son premier instinct fut d'appeler l'avocat, Maître Davis, selon l'entête, et de lui dire de vendre, de donner le produit, d'en faire ce qu'il voulait. John ne voulait pas que cela finisse en bois. Il se leva devant la fenêtre de l'inspection. Après que les médecins aient donné un nom à son état, trouble de stress post-traumatique, et une poignée de pilules qui ne semblaient qu'engourdir le monde, les bois et c'était sa véritable ordonnance. Il sentit un léger coup de museau sur sa jambe. S leva les yeux vers lui, puis baissa les yeux vers la boule de papier froissée dans la main de John. Le chien laissa échapper un gémissement silencieux. Le son manquait à la douce interrogation de John, mais sa voix ne dit rien. « Mon gars, dit John, ce n'est rien. » De nouveau, cette fois avec plus d'intention, son nez toucha la lettre. C'était un geste simple, mais profondément ressenti. Dans son isolement auto-imposé, John avait oublié ce que c'était que d'avoir des responsabilités envers quelqu'un d'autre que son chien. Cette lettre, cet héritage, lui semblait être une chaîne le tirant vers un monde qu'il avait essayé de laisser derrière lui. Il baissa les yeux vers la loyauté inébranlable dans les yeux de ce chien. Pourquoi le laissait-il dans les yeux de son oncle? Une chose dont il pensait que son oncle savait à peine. L'existence. John desserra lentement son poing et lissa le papier froissé sur la table. Il relut Blackwood Manor. Il y avait un sentiment de fin définitive, un lien lâche avec la famille dont il s'était éloigné. Peut-être serait-ce un mauvais service non seulement à la mémoire de son oncle, mais aussi au faible sens du devoir qui brillait encore en lui. Il pourrait aller voir l'endroit par lui-même. Ce serait un dernier voyage, pour signer tout ce qui serait nécessaire. L'auteur savait qu'il fallait clore le dernier chapitre de sa vente. Puis lui et S pourraient retourner à leur vie. Tranquille, leur forteresse dans les bois, sans question persistante. Ce jour-là, un petit sourire effleura les lèvres de John pour la première fois. Ce jour-là, il se baissa et gratta S derrière les oreilles, trouvant l'endroit qui faisait taper la patte du chien sur le parquet. « Qu'en penses-tu, mon gars » demanda-t-il, la voix plus douce maintenant. « J'ai l'impression que nous partons. » En voyage, S. S s'installa, son premier rythme. John répondit au premier rythme enthousiaste. Miller avait une tâche, et il allait la faire avec S. La façon dont le voyage vers le Nord conduit à travers le cœur des montagnes vertes du Vermont. Le vieux pick-up de John, une machine aussi fiable et éprouvée que les kilomètres parcourus avec un doux grondement. S était fièrement assis sur le siège passager, la tête hors de la fenêtre, les oreilles battant au vent, un regard de pure béatitude sur son visage. Il avait une plus grande aventure pour les oreilles de John. N'en avait jamais fait partie. À mesure que le camion montait, le paysage se transformait. Les villes pittoresques avec leurs églises aux clochers blancs cédaient la place à des routes sinueuses, bordées de forêts denses de bouleaux et de sapins. Les couleurs vibrantes de la fin de l'automne peignaient les pentes dans des nuances d'or, de carmin et d'orange brûlé. C'était un pays magnifique. Et solitaire. Plus il roulait, plus il commençait à ressentir une version familière et apaisante de la nature sauvage. Son grand-oncle Augustus apparut, fragmenté et flou comme de vieilles photographies.
John se souvenait d'un barbecue familial, à la fin des années 90. Son père et ses autres oncles, tous des hommes bruyants et chaleureux, se pressaient autour du grill. Leur rire résonnant dans le jardin. Et Augustus se tenait à l'écart, à l'ombre d'un grand chêne, fumant sa pipe et lisant dans ses lèvres reliées en cuir avant de revenir à un petit sourire. Et John fut touché par un tendre sourire avant de revenir à un petit sourire et John lui sourit tendrement. Il sentait le vieux papier et le doux tabac à pipe, une odeur complètement étrangère dans une famille qui sentait la sueur et l'huile de moteur. Un autre souvenir, la veille de Noël, des années plus tard. Augustus lui avait donné un livre, une collection de récits d'aventure. Classique. L'esprit a besoin d'une carte, dit John, sa voix douce mais claire. Les livres sont les meilleures cartes de toutes. Le père de John lui avait tapoté l'épaule. Un instant plus tard, il plaisantait sur la façon dont l'érudit en Augustus essayait toujours de le transformer en un pied enfermé John. Une relique de sa vie avant l'armée. Augustus était une île de contemplation. Silencieuse dans un océan de bruit familier. Il était différent, et dans une famille qui valorisait la différence, il était souvent confondu avec un homme distant. John réalisa maintenant avec une pointe de regret qu'il n'avait jamais essayé de combler cette distance. Après près de 3 heures de route, les instructions de l'avocat les firent quitter la route principale pour une série de routes de campagne plus petites et moins entretenues, qui finirent par céder la place à un chemin de terre qui finit par devenir du gravier. Le camion. Les arbres se refermèrent autour d'eux. Leurs branches griffant les côtés du véhicule comme des doigts squelettiques. Finalement, ils le virent, 2 massives colonnes de pierre, vertes de mousse et d'âge, flanquaient une paire de portes. En fer forgé, ouvertes depuis longtemps dans un accueil permanent et usé. Derrière les portes, l'allée, presque entièrement récupérée par la nature, disparaissait dans l'ombre des bois. À travers les bois, c'était l'entrée de Blackwood Manor. Les pneus du camion. Les branchages de l'allée serpentaient parmi les arbres sur un quart de mille avant de s'ouvrir sur une grande clairière circulaire, et là se tenait Blackwood Manor. Ce n'était pas seulement une maison, c'était un monument à un temps oublié. Construite en grande pierre sombre, elle s'élevait sur 3 étages. Sa façade partiellement couverte d'une épaisse couverture de lierre, de nombreux pignons et une seule tour solitaire pointant vers le ciel gris. Les fenêtres, dont beaucoup étaient brisées et toutes tristes, regardaient dehors comme des yeux brisés, livrés au temps et aux éléments. John gara le camion et coupa le moteur. Le silence soudain était profond, interrompu seulement par le bruissement des feuilles dans le vent. « Bien, mon gars, dit John doucement. Ses yeux scrutaient l'imposante structure. La voilà. S laissa échapper un léger gémissement. Son excitation du trajet en voiture avait fait place à une curiosité prudente. John ôta ses bottes et atterrit silencieusement sur le siège passager silencieux, les muscles raidis. Le chien commença à renifler l'air. Son langage corporel changea. Ses oreilles étaient dressées, sa queue basse, et pourtant il fit quelques pas en avant et s'arrêta. Un grognement grave et silencieux grondait dans sa poitrine. Il ne regardait pas la maison, mais un épais bouquet de rhododendrons envahit sur le bord de l'allée. L'entraînement de John prit le dessus immédiatement, son rappel canin, où il interrompit immédiatement son avertissement. Ses instincts étaient plus que les siens. Sa posture changea, devenant moins détendue et plus vigilante. Il examina la zone autour des buissons, ses yeux balayant méthodiquement de gauche à droite. Au début, il ne vit rien d'autre que des branches entrelacées et un tapis de feuilles mortes. Mais ensuite, il remarqua les signes subtils, invisibles à l'œil non entraîné. Près du bord des buissons, les feuilles y étaient perturbées. Il s'avança, et s'approcha en marchant, il pressa le véhicule comme il l'avait fait récemment. Il y avait une empreinte de pneus fraîches et distinctes, comme celle d'un SUV ou d'un camion cher. Elle n'était pas là depuis longtemps, les bords étaient encore nets, pas encore ramollis par le vent ou la pluie. À quelques mètres de là, quelque chose brillait sous la pâle lumière de l'après-midi. John s'agenouilla, c'était un mégot de cigarette, le filtre encore propre et blanc. Ce n'était pas une marque qu'il fumait. C'était une petite chose, un déchet. C'était quelqu'un qui était là, dans cet endroit très isolé. C'était au moins quelqu'un ici, dans cet endroit très isolé. Quelqu'un surveillait l'endroit. Bon garçon, murmura John,
tapotant calmement le chien. Le grognement s'éteignit, mais S resta vigilant, restant près du flanc de John. La tâche initiale. Simplement voir l'endroit et partir, venait de se compliquer. Avec un nouveau sens de la prudence, John s'approcha de l'énorme porte d'entrée en chêne. La clé ornée que l'avocat lui avait envoyée glissa dans la serrure avec un grincement rouillé de poussière, et le grincement de la porte massive grinça dans le foyer. L'air était imprégné de l'odeur de pierre humide, de bois en décomposition. Et du temps lui-même. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre palladienne sale au-dessus de la porte, illuminant un univers de grains de poussière dansant. Un grand escalier avec une balustrade magnifiquement sculptée, maintenant drapée de toiles d'araignée, s'incurvait dans les ombres du deuxième étage. Les meubles se tenaient comme des fantômes drapés sous des draps de poussière blanc. Ils passèrent l'heure suivante à explorer chaque pièce, racontant une histoire de grandeur fanée par l'humidité, d'une longue salle à manger où une bibliothèque de guerre s'était installée, et la guerre attendait des invités qui n'arrivaient jamais. Finalement, ils se dirigèrent vers une lourde porte en bois qui éclairait le sous-sol. Les marches en pierre étaient raides, glissantes d'humidité. John utilisa la lampe de poche de son camion pour percer l'obscurité oppressante du sous-sol. C'était un labyrinthe de passages voûtés en pierre et de petites pièces oubliées, qui sentait fortement le terreau de la trottant en avant sur la base massive en pierre. Il s'arrêta brusquement au milieu d'une grande, solide et ouverte base dans les fondations. Elle ne semblait pas différente de n'importe quel autre mur du sous-sol, mais s'était fixée. Il laissa échapper un léger gémissement et pressa son nez contre la pierre froide. Il regarda John. Puis de nouveau le mur. Puis il fit quelque chose qu'il faisait rarement, il leva une patte et gratta doucement, délibérément, le mortier entre les deux plus grandes pierres près du sol. Allez, il n'y a rien là, mon gars, dit John, sa voix résonnant de nouveau dans la caverne, mais sa voix résonnait encore plus avec insistance. Les griffes produisaient un doux bruit de grattement. Il essayait de lui dire quelque chose. John soupira et s'avança, s'accroupissant à côté de son chien. Il passa le faisceau de la lampe de poche sur le mur. Les pierres étaient lisses. Le mortier vieux et dur. Il tapota la surface, la trouvant solide, mais c'était inflexible. Il poussa la main de John avec son nez, puis regarda fixement l'endroit où il avait gratté. Où John lui faisait confiance pour sa vie, le mortier rugueux. Une étrange sensation d'attente commença à monter en lui. Le mur était froid et solide, mais le comportement d'Es était un signe clair. Quelque chose se cachait ici, et l'héritage de son oncle silencieux venait de devenir un mystère profond et dangereux. Le sous-sol resta froid et silencieux. Le faisceau de la lampe de poche de John, la seule chose qui perturbait l'obscurité ancestrale. Es resta pressé contre le mur de pierre, Es resta pressé contre le mur de pierre. Sa loyauté était inébranlable, ses mains étaient inébranlables. John courut sur sa surface, il était inébranlable, scellé derrière une barrière que la force brute seule ne pouvait briser pour l'instant. C'était une impasse. D'accord, mon gars. Allons-y, dit John d'une voix basse. S'il y a un chemin, ce n'est pas ici. Es laissa échapper un gémissement réticent, mais obéit, trottinant sur les marches de pierre derrière John. Jetant un dernier regard en arrière vers le mur mystérieux. De retour dans la majesté poussiéreuse de la maison principale. La lumière de l'après-midi apparut. Combinée au gratte-ciel de la maison principale, la peinture de l'après-midi commençait. Les signes de visiteurs récents avaient fondamentalement changé la mission de John. Il ne s'agissait plus d'une évaluation rapide et d'une vente, mais de résoudre une énigme. Son oncle Augustus ne lui avait pas simplement laissé une maison, il lui avait laissé un mystère. Poussé par un nouveau sens du but, John commença à fouiller le manoir. Plus méthodiquement. Il n'était plus seulement un héritier curieux, il était un soldat en reconnaissance, passant d'une pièce à l'autre où ses yeux ne convenaient pas. Longtemps négligé. Es restait près, une ombre grise silencieuse à ses talons. Au deuxième étage, dans un long couloir bordé de portraits délavés et tachés d'eau d'ancêtres au visage sévère, il le trouva. Niché à l'extrémité du couloir se trouvait une tapisserie massive, rongée par les mythes, représentant une scène de chasse. Elle était sombre, lugubre et couverte d'une épaisse couche de poussière. Tandis que les autres murs étaient plâtrés, de la pierre patinée ou du ruban adhésif en décomposition.
Il saisit le tissu lourd par le bas et le tira du mur avec un bruit de déchirure et un nuage de poussière suffocant, révélant une petite porte en bois discrète, encastrée bas dans la pierre. Elle mesurait à peine 1,50 m de haut, faite de planches sombres et lourdes. Mais c'était la serrure qui fit à John couper le souffle. Contrairement aux ferrures en fer ancien et rouillé de toutes les autres portes du manoir, celle-ci semblait moderne et de haute sécurité, et celle-ci semblait en acier inoxydable. Contre le bois centenaire, sa présence était un contraste flagrant, un signe clair et indéniable que quelqu'un n'était pas là en tant que squatté au cours des dernières décennies, mais en tant que quelqu'un avec un secret à protéger. C'était ça. Cela devait être lié au mystère du sous-sol. John essaya la clé ornée de la porte d'entrée. Il savait que cela ne fonctionnerait pas. Il agita la poignée, mais elle était ferme. Cette porte ne pouvait pas être ouverte brusquement, car la serrure de John ne pouvait pas être ouverte facilement. Il se hérissa, et un grognement silencieux, presque inaudible, s'échappa de sa gorge. Il ne regardait pas la porte, il regardait le long couloir vers le grand escalier. John se leva silencieusement, tous ses sens en alerte. Il l'avait entendu aussi, le grincement de gravier de l'allée à l'extérieur, suivi du ronronnement d'un moteur de voiture haut de gamme. Un son trop doux et silencieux pour cette terre accidentée. Un instant plus tard, la porte de sa voiture se ferma avec un bruit sec et ferme. Un instant plus tard, la porte de sa voiture se ferma. Rapidement et silencieusement, il retourna dans le foyer, restant dans l'ombre du couloir. Il jeta un coup d'œil du haut de l'escalier. Un homme se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte, encadré par la lumière déclinante. Ce n'était pas un local. Le visiteur était grand et impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure, qui contrastait fortement avec la décomposition et les cheveux argentés qui l'entouraient, avec des cheveux argentés dans ses cheveux foncés. Il avait un beau visage, rasé de près, qu'il portait avec une touche de confiance et d'autorité sans effort. Ses chaussures en cuir poli semblaient absurdement déplacées sur le sol en pierre poussiéreux. C'était Victor Kane. « Bonjour », appela Victor, sa voix douce et cultivée, résonnant légèrement dans le vaste espace vide. « Il y a quelqu'un ? On m'a dit que M. Miller avait pris possession de la propriété. » John descendit lentement les escaliers, ses bottes de travail usées essayant de se cacher dans la cachette. L'expérience de faire face à une menace potentielle était souvent la meilleure stratégie. S resta en haut de l'escalier, un gardien silencieux et vigilant. Victor Kane se retourna, et un sourire amical parfaitement calibré apparut sur son visage. Ses yeux, cependant, étaient d'un gris froid et calculateur, qu'il portait sur l'apparence rude de John, la chemise à carreaux, le jean usé, la barbe avec un éclair. De ce qui pourrait être un plaisir que Victor me révélait, de l'amusement ou de l'amusement. « Miller, je suis Victor Kane. » John prit la main tendue. La poignée de Victor était ferme. Mais la main soignée d'un homme qui n'avait jamais connu une journée de travail acharné. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Kane ?» demanda John d'un ton neutre. « S'il vous plaît. Appelez-moi Victor. Je sais que c'est soudain, mais j'étais dans la région pour affaires et j'ai appris que Blackwood était enfin passé à un nouveau propriétaire. J'espère que je ne vous dérange pas. » « Vous êtes loin de tout pour être dans la région, » déclara John, non pas comme une question, mais comme un fait. Le sourire de Victor ne faiblit pas, le sourire de Kane ne faiblit pas. La société Kane est spécialisée dans la restauration, et la restauration avait un bon point, pour être direct. Mes acquisitions regardent cet endroit merveilleux depuis des années. C'est une tragédie de le voir dans un tel état. Il désigna le foyer délabré. Je suis prêt à vous faire une offre très généreuse. Disons 500 000 $ en espèces. Nous pouvons faire les papiers d'ici la fin de la semaine. Cela vous évitera les maux de tête de la gestion de ce projet. L'offre était assez substantielle pour changer une vie. C'était aussi un signe clair qu'au milieu. C'était trop pour être détruit. Les yeux de John restèrent fixés sur ceux de Victor. Je ne veux pas vendre. Un éclair d'agacement traversa le visage de Victor avant d'être lissé par son vernis. Poli. Bien sûr, je comprends l'attachement sentimental, mais vous devez être pratique. Le coût pour rendre cet endroit habitable serait astronomique. Mon offre est plus que juste. Ce n'est pas une question d'argent,
dit simplement John. Victor soupira, s'approchant d'un pas, sa voix plus familière. Miller, vous ne comprenez peut-être pas que ma famille s'intéresse à cette terre depuis très longtemps. Elle a une certaine signification historique pour nous. Nous serions très reconnaissants si elle retrouvait ce que nous considérons comme la bonne intendance. Les mots planèrent dans l'air, une menace voilée enveloppée dans une demande polie. L'implication était claire, ce n'était pas juste une affaire, c'était personnel. Je vais y réfléchir. Même si John dit qu'il reviendrait à la réponse militaire classique, il ne termina pas ses yeux froids. Il sortit une carte de visite mince et élégante de la poche de son costume. Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous retrouverez la raison. Il se tourna pour partir, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Il jeta un coup d'œil à John, son expression s'endurcissant. Un instant. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Certaines histoires sont mieux laissées intactes. Avec cette dernière remarque sinistre, il était parti. Le bruit de sa voiture de luxe, démarrant et s'éloignant, lui sembla être une violation d'un billet de commerce étranger sacré. John se tenait là comme un temps sacré, sacré pour une carte de commerce étrangère. Est-ce dans sa main? Descendit l'escalier en trottinant et le bouscula à la jambe, et laissa échapper un léger gémissement. La visite confirmait tout, les observateurs, la serrure moderne, l'offre exorbitante. La menace voilée. Victor Kane voulait quelque chose dans cette maison, quelque chose pour lequel il était prêt à payer une fortune, ou peut-être à le prendre par d'autres moyens. John leva les yeux vers le grand escalier, vers le couloir avec la porte cachée, et sa décision était prise, peu importe qu'il ne reste plus son gardien, ou juste en visite, de ne pas quitter sa place. Les premiers rayons de l'aube perçaient les fenêtres sales de Blackwood Manor, jetant une lumière pâle et éthérée sur la majesté délabrée du foyer. John n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit dans un fauteuil poussiéreux, son lourd fer reposant à ses côtés, tandis qu'elle s'était couchée au bas de l'escalier. Il avait transformé une maison vigilante en une maison vigilante de mystère. Kane. Un champ de bataille potentiel, et l'information sur un champ de bataille était une munition. Alors que le soleil montait plus haut, John savait qu'il ne pouvait pas rester enfermé. Il avait besoin de provisions, et plus important encore, il avait besoin de connaissances. Les mots de Kane sur l'importance historique de sa famille pour la Terre étaient un indice. Et John avait l'intention de les suivre et de voir comment. Au foyer, mon gars, dit John à S, lui tapotant fermement la tête. S gémit doucement, mais sembla comprendre. Il se réinstalla à son poste de garde au nom de John, alors que John partait pour le village le plus proche, une petite forêt se dirigeant vers le village le plus proche. 0 minute. C'était une ville typique du Vermont, avec son église au clocher blanc, sa place de ville et sa seule rue principale bordée de bâtiments en briques vieux de plus d'un siècle. Son premier arrêt fut l'unique épicerie de la ville. Un endroit appelé Henderson S. Mercantile, qui semblait vendre un peu de tout. En ouvrant la porte, une clochette à l'ancienne tinta. L'homme derrière le comptoir ressemblait probablement à Monsieur Andé. Avec un portier, 0 frange de cheveux blancs et un sourire amical. Bonjour, messieurs, gazouilla-t-il. Je ne vois pas beaucoup de nouveaux visages par ici passer par quelque chose comme ça. John répondit. Il attrapa un panier. J'ai besoin de quelques trucs. Des conserves, du café, de la nourriture pour chiens. Allez 2 pour les gens, nourriture au bout de l'allée 3 pour les quadrupèdes, dit Monsieur Henderson, ses yeux remplis d'une curiosité amicale. Vous restez en dehors? Dans la petite ville, décida John, et, le bois appartenait à mon grand-oncle. Le sourcil de Henderson se leva. D'accord. Je serai le garçon d'Augustus Miller. Nous nous sommes tous demandé qui allait se retrouver avec ce vieil endroit. La plupart des gens ici ne s'en approchent pas après la tombée de la nuit. On dit que c'est hanté. John haussa les épaules avec désinvolture. Je n'ai pas encore rencontré de fantôme, mais j'ai eu une visite hier. Sa voix se nomma un Victor Kane viril et mince. Vous lâcherez. Soyez prudent avec ça, sa société, Kane Solutions, a essayé d'acheter des terres dans tout le comté, mais il s'est particulièrement intéressé à Blackwood. Il rôde depuis des années, envoyant des avocats, des arpenteurs, le grand jeu, Augustus n'aurait jamais vendu. Aucune idée pourquoi, demanda John.
marquant une pause avec une boîte de haricots à la main. Il n'a jamais dit, mais le vieux manoir a une histoire. Henderson continua à se réchauffer. Il est parti à la guerre, un grand sujet. Des choses secrètes la nuit. Mon père disait qu'ils y faisaient une sorte de recherche. Après 1945, les soldats sont partis, et l'endroit est vide depuis que l'information s'est mise en place. Un projet militaire secret. Ça me va. Merci, dit John, sa voix sincère, qu'il était utile après avoir payé ses provisions. Le prochain arrêt de John fut la bibliothèque de la ville. Un petit bâtiment en briques à côté du bureau de poste. À l'intérieur, il trouva un trésor d'histoire locale. Il passa 2 heures utiles à parcourir méticuleusement les archives des journaux locaux. Des années 1940. Les articles confirmaient ce qu'Henderson avait dit. En 1942, Blackwood Manor fut officiellement réquisitionné par le ministère de la Guerre pour un projet au nom de Code Opération Aegis. Les détails étaient rares, faisant référence à la sécurité nationale. Il y avait des photos de véhicules militaires sur l'allée du manoir et des mentions de personnel scientifique qui y fut amené, puis à la fin de 1945. Après que rien ne fut retourné à la famille Miller, et une brève conclusion que la famille Miller ne leur avait rien retourné, c'était comme si le manoir et tout ce qui s'était passé entre ces murs avait été délibérément oublié. Armé de ces nouvelles connaissances, John se rendit à un belvédère panoramique juste à l'extérieur de la ville, où il obtint enfin un signal de téléphone portable clair. Il composa le numéro de l'avocat. Maître Davis, l'avocat décrocha à la 2e sonnerie. Monsieur Miller? Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Si vous aviez eu l'occasion de voir la propriété. Je l'ai vue, dit John, sa voix plate et il marqua une longue pause. Et $1 demi-million pour Victor Kane, la ligne est là. Puis Monsieur Davis soupira lourdement. Je craignais que votre oncle Augustus m'ait prévenu qu'il viendrait probablement rôder dès qu'ils apprendraient son décès. Mon oncle connaissait Kane. Il connaissait la famille Kane? Oui, il savait aussi qui ils étaient, après que Davis eut dit à John. Je dois être franc avec vous. Votre oncle ne vous a pas choisi pour hériter de Blackwood. Par hasard, car il m'a demandé pourquoi John avait été si précis dans ses instructions de ma part. Rangez. L'avocat dit, sa voix ferme et claire. Augustus savait, il avait suivi votre carrière. De loin. Il a passé la majeure partie de sa vie à rechercher l'histoire du manoir, à reconstituer ce qui s'y était passé pendant la guerre. Il a trouvé des preuves que quelque chose d'une immense valeur s'y cachait, quelque chose que le gouvernement n'avait jamais récupéré. Mais dans ces dernières années, sa santé l'a trahi. C'était un érudit, pas un explorateur. Il n'a pas pu franchir la dernière porte. L'urgence m'a donné une nouvelle réponse, dit Davis. Davis, c'est dans la pierre, c'est une énigme pour le soldat qu'il pensait que seul l'entraînement, la ténacité et l'œil entraîné d'un homme comme vous pourrait résoudre le dernier mystère qu'il vous a fait confiance pour terminer ce qu'il avait commencé. Les mots frappèrent John avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas un fardeau, c'était un héritage, une mission transmise d'une génération à l'autre. L'oncle silencieux mais universitaire avait vu le soldat en lui devenir un homme unique qui n'était pas brisé. Pour la première fois depuis longtemps, John ressentit une étincelle de la fierté qu'il avait autrefois dans l'uniforme. Je comprends, dit John, sa voix pleine d'émotion. Soyez prudent, mon fils, avertit l'avocat. Si ce que croyait Augustus est vrai, vous ne vous contentez pas de vous asseoir sur une propriété, vous gardez un trésor. Après avoir raccroché, John resta longtemps dans son camion, fixant les étendues vertes de trésors et de fragments de guerre qui étaient partout. Un projet de guerre caché dans le Vermont. Son chemin était clair. Lorsqu'il retourna au manoir, S l'accueillit avec une danse frénétique et joyeuse. John s'agenouilla et passa ses bras autour du cou épais du chien. Il semblerait que nous ne partions pas. Mon gars, murmura-t-il dans la douce fourrure d'S. C'est notre poste, maintenant. L'après-midi, ils commencèrent à consolider leur position. John venait de rapporter ses maigres provisions. Du camion, un sac de couchage, une kitchenette principale au sol, un petit café et de la nourriture. Il choisit le réfrigérateur. Il avait une porte robuste, une grande cheminée pour la chaleur et une seule fenêtre, qu'il barricada immédiatement de l'intérieur.
Alors que le soleil se couchait, projetant une dernière lueur dorée sur les pierres sombres du manoir, John ressentit un calme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il avait un but, il avait une mission. Lui et S n'étaient plus de simples visiteurs, ils étaient chez eux. Les jours à Blackwood Manor se sont simplement installés dans un nouveau rythme, une routine née de la prudence et de l'habitation. John était déjà né de la prudence et de l'habitation. Il transformait un coin de la maison délabrée en une base d'opérations fonctionnelles, voire spartiates. Leur monde s'est réduit aux murs de pierre du manoir et à la forêt murmurante qui l'entourait. Les matins commençaient avant le lever du soleil. John rallumait les braises dans la grande cheminée de leur chambre choisie. Le crépitement des flammes, un son apaisant contre le silence profond de la maison. Tandis que le vieux percolateur crachait du café et remplissait l'air de son parfum. Ils effectuaient leur première patrouille de la journée, se déplaçant comme une seule unité, une équipe silencieuse traversant la zone brumeuse. Les yeux de John cherchaient toute perturbation, des brindilles cassées, des traces fraîches. Tandis que le nez d'Es testait constamment l'air, ses oreilles tournées pour capter le moindre son. Pendant la journée, John travaillait. John, sa priorité principale était la sécurité. S'inspirant de son entraînement de rangée, il a mis en place un système d'alarme périmétrique simple mais efficace, qu'il utilisait au point d'entrée clé autour de la propriété. Chacun était relié à un petit tas de boîtes de conserve vides qui tintaient au moindre contact. C'était une solution de haute technologie, mais elle fournirait un avertissement crucial. Cependant, sa principale préoccupation était la petite porte verrouillée du deuxième étage. C'était la porte du mystère du manoir. Et elle le narguait avec sa serrure moderne et impénétrable. Il savait que la force brute n'était pas la solution. Quand l'énigme de son oncle signifiait que son attention était plus claire, c'était la bibliothèque. Les livres étaient endommagés par l'humidité. La pièce elle-même avait le sentiment d'être le cœur de la recherche de son oncle. Pendant 2 jours, il la fouillait. Méthodiquement, tapant sur les murs, vérifiant les planchers desserrés et examinant la grande table en chêne qui se tenait comme un souverain oublié au milieu de la pièce. Le 3e jour, il le trouva, niché au faux fond d'un tiroir profond du bureau. Sous le bureau, il y avait une couche de moisissure cachée. Son arrière-grand-père et une fine couche de moisissure sur son cahier. Les pages étaient remplies d'une écriture élégante et cyclique d'une époque révolue. C'étaient en grande partie des notes banales sur la rotation des cultures, des détails sur les observations météorologiques sur la construction du manoir. Mais parmi ces entrées, il y avait des pages avec des diagrammes complexes, des formules mathématiques et des notes sur un sujet surprenant. La cryptographie militaire. John s'assit sur le sol poussiéreux de la bibliothèque, le journal ouvert sur ses genoux. L'homme qui lui insufflait la pierre sacrée sur ses genoux, qui lui lavait la pierre d'émerveillement. L'excentrique fortuné était un intellect vif avec un profond intérêt pour l'art du secret. Le journal contenait des analyses détaillées des chiffres utilisés pendant la guerre civile américaine et la Première Guerre mondiale. Puis, dans une section datée du début de 1942, John trouva ce qu'il cherchait. Il y avait un enregistrement détaillé des systèmes de chiffrement de coordonnées militaires émergents utilisés pour transmettre des emplacements et des instructions secrets, qui exigeaient la clé la plus élégante possible. Écrite la bonne clé. La clé peut être une seule et même chose si l'on sait regarder. À côté de l'entrée se trouvait un croquis dessiné à la main. Il montrait un cadran circulaire marqué de degrés et de points cardinaux. Presque identique aux étranges marques en forme d'étoile entourant la serrure de la porte cachée. Ce n'était pas une serrure, ce n'était pas un code. Le cadran était déguisé en ornement. Un flot d'adrénaline le traversa, et il passa longtemps sur le mécanisme, mais il avait encore besoin du reste de la journée, qu'il passa une soirée frustrante à réfléchir au journal. À chercher une séquence de chiffres, une date, tout ce qui pourrait servir de code. Le texte était dense, les pensées de son ancêtre souvent sinueuses et philosophiques. Au fur et à mesure que les heures passaient et que le feu dans leur petite pièce brûlait, une tension familière commença à monter dans les épaules de John. La frustration semblait le fermer. Il posa sa tête pour voir la main mouillée sur la pierre, ses yeux bruns intelligents pleins d'inquiétude. Le chien posa sa lourde tête sur le genou de John et soupira doucement, comme pour dire « C'est bon, je suis là ». Le simple soutien inconditionnel suffit à briser le sort de sa frustration. John caressa la tête d'Es,
ses doigts enfoncés dans la fourrure épaisse. « Tu as raison, mon gars, murmura-t-il. Pas à pas, son compagnon avait besoin de les apaiser, de les rassurer partout. Dehors, le silence n'était pas un apaisement. Dans le calme, de subtils signes de surveillance commençaient à s'intensifier. Cela a commencé par un SUV vert foncé qu'il avait vu garer pendant plus d'une heure sur la bretelle d'accès à la route privée du manoir. Alors que John et S s'approchaient en camion. Le véhicule a filé avec un jet de gravier quelques jours plus tard. Tandis qu'S, en patrouille, a trouvé des traces fraîches près des bois à l'arrière de la propriété, comme si quelqu'un observait la maison à distance, comme si quelqu'un observait l'après-midi à distance. Le téléphone portable de John était toujours en charge en cas d'urgence. C'était un numéro qu'il ne connaissait pas. « Bonjour John, c'est George Henderson du Mercantile en ville. » La voix du commerçant était basse et inquiète. « Écoutez, je ne veux pas être indiscret, mais je pensais que vous deviez savoir qu'il y a deux types ici, pas des locaux, ils étaient rudes, ils posaient des questions. » John serra le téléphone, se demandant qui voulait Miller, qui voulait, il serra le téléphone. « Je sais que vous viviez seul là-haut, lorsque vous avez reçu de nombreuses visites. Je leur ai dit que je ne savais rien, mais ils les ont regardés. Je ne l'ai pas aimé. Je pensais que vous devriez être en alerte. J'apprécie, George. Merci, dit John, sa voix sombre. L'appel confirmait ses craintes. Victor Kane en avait fini avec les offres polies. Il recueillait des renseignements, cherchant des faiblesses. Les heures s'écoulaient cette nuit comme une tempête, une pluie cachée. Dehors, John rageait encore une fois contre la pluie. À côté de lui, il avait une lampe de poche ouverte, projetant un faisceau focalisé sur le cadran complexe. Il ne le voyait plus comme une barrière, mais comme une carte laissée par un soldat d'une autre époque. Et avec S fidèlement couché. À ses pieds, une présence chaude et constante dans le couloir froid et sombre, il commença à travailler. Dehors, la tempête faisait rage avec une fureur qui semblait secouer les fondations de Blackwood Manor. Alors que la pluie fouettait les fenêtres. Le long couloir sombre du deuxième étage. Les seuls bruits étaient le grondement lointain du tonnerre et le doux bruissement de John. Alors qu'il tournait les pages fragiles du journal de son arrière-grand-père. Il était assis en tailleur sur le sol, sa lampe de poche, une flaque de lumière concentrée dans l'obscurité oppressante. À ses côtés se trouvait la présence chaude et solide d'S, dont le soupir occasionnel était un contrepoint apaisant au chaos orageux qu'il tentait de déchiffrer. Au cours des dernières heures, John s'était efforcé de démêler le dernier mécanisme du puzzle. Le cadran autour de la serrure était un chiffrement par coordonnées, mais la combinaison, la séquence spécifique de chiffres et de direction, restait insaisissable. Il relut le passage clé pour la 10e fois, son doigt suivant l'écriture élégante. Le secret le plus élégant n'est pas celui qui exige une clé, mais celui qui exige la bonne perspective. La serrure et la clé peuvent être une seule et même chose si l'on sait regarder. Il supposait que son ancêtre était monté sur la porte. Mais il parlait métaphoriquement de sa nuit. Les mots commençaient à prendre un sens nouveau, plus littéral. Et s'il ne parlait pas seulement de la serrure? Et s'il parlait aussi de la clé? John posa le journal et ramassa la grande clé ornée qui ouvrait la porte d'entrée. Elle lui sembla lourde et matérielle dans sa main. Il passa son pouce sur la poignée. Elle était ornée du blason de la famille Miller, un dessin simple d'un chêne et d'une étoile en son centre, exécuté avec soin. Elle tira un 8, une boussole. Elle était magnifiquement travaillée, un simple ornement. La serrure et la clé peuvent être les mêmes, murmura-t-il ses propres mots, à peine audibles au-dessus de la tempête. Il ressentit un choc électrique soudain de compréhension, un moment de clarté. Si intense qu'il eut l'impression qu'une voix lui parlait depuis des décennies. Il ne résolvait pas seulement une énigme, il était en dialogue avec son ancêtre. L'homme qui avait conçu ce secret le guidait, laissant une trace d'esprit intellectuel que l'homme ressentait comme des miettes de pain, ayant transcendé le temps. Avec une concentration renouvelée, John examina la rose des vents sur la clé. C'était une version miniature parfaite du cadran de la porte. Il la tourna, et dans le faisceau de la lampe de poche, elle semblait solide, une seule pièce de laiton sculpté. Mais son entraînement lui avait appris à chercher les coutures, les subtiles imperfections qui trahissent un mécanisme caché.
Il passa le bord de son ongle autour des rosaces, et il le trouva presque. À hauteur des yeux, il le trouva presque à hauteur des yeux. Ce n'était pas seulement une décoration, c'était un appareil. Son cœur commença à battre un rythme régulier et lourd contre ses côtes. Il retourna au journal, sa main tremblant légèrement en tournant les pages. Si la clé faisait partie de la serrure, alors la combinaison devait être dans le journal, cachée à la vue de tous. Il parcourut les entrées de 1942, cherchant une séquence, pas un ensemble de coordonnées. Il trouva les bonnes listes de chiffres liés aux données d'observation astronomique. Qu'il revint. Mais pas comment. S, sentant l'attention de son maître, leva la tête et laissa échapper un léger gémissement. Il poussa la main de John avec son museau humide. « Je sais, mon gars. Il me manque quelque chose, » murmura John, se grattant derrière les oreilles du chien. Il ferma les yeux, s'éclaircissant l'esprit. Essayant de penser comme son ancêtre, le soldat et cryptographe. Qui n'aurait pas utilisé quelque chose d'évident pour s'ouvrir les yeux, comme les anniversaires d'Agi. Il aurait lui-même utilisé quelque chose d'évident pour s'ouvrir les yeux. Égide. Il revint à la partie du journal où son ancêtre mentionnait le projet gouvernemental. L'entrée était datée du 2 octobre 1942. Son ancêtre avait écrit « Aujourd'hui, le manoir sert officiellement à une nouvelle fin. L'égide est en place, qu'elle protège la lumière de l'obscurité à venir. » 2 octobre 1942, 10h02. 1942, cela pourrait-il être aussi simple? De retour à la carte énale. Et la direction était indiquée à l'aide de la boussole. Les degrés, les chiffres seuls ne suffisaient pas. Il avait besoin d'instructions. Il relut la phrase « Qu'elle protège la lumière de l'obscurité à venir ». Cela sonnait poétique, mais c'était peut-être plus qu'une lumière. L'obscurité, l'est à l'ouest, du lever au coucher du soleil. Et si la combinaison était liée à cette idée? Il revint à la date. 10h02, 42. Il expérimenta dans son esprit. 10 degrés est, 2 degrés sud, 42 degrés ouest. C'était la séquence qu'il maintenait au centre. Des doigts tremblants. Et des doigts tremblants. Puis il essaya de tourner l'anneau extérieur. Il bougea silencieusement à chaque degré. Il aligna le premier chiffre, tournant le cadran jusqu'à ce que la petite encoche s'aligne avec 10 degrés du côté est. Puis il aligna le second, 2 degrés au sud, et enfin le troisième, 42 degrés à l'ouest. Pendant un instant, il n'y eut que le silence, puis, avec un léger et satisfaisant déclic, toute la rose des vents se souleva légèrement. Le souffle de John se coupa. Le grand soutien-gorge était tiré du soutien-gorge. La clé était une autre clé plus petite. Elle était moderne, en acier, parfaitement assortie à la serrure de haute sécurité de la porte cachée. « Oui » s'exclama John, un sourire victorieux se répandant sur son visage. Est-ce senti-le passage d'une concentration tendue à la victoire. Il sauta sur ses pattes, laissa échapper un seul aboiement aigu et commença à remuer la queue. Tout son corps frémit d'une excitation partagée. John rit, un rire sincère et chaleureux que nous avons fait résonner le chien. Après un moment de célébration, John attrapa sa lampe de poche et la clé nouvellement découverte. Ils retournèrent à la porte cachée. L'air dans le couloir était chargé d'attente. Il inséra la petite clé dans la serrure moderne. Elle s'inséra parfaitement, mais il savait que ce n'était pas suffisant. Il regarda le cadran entourant la serrure, maintenant la dernière étape. Il posa ses doigts sur l'anneau extérieur du cadran pour entrer en contraste. Son métal froid utilisait l'étoile. 10 degrés est, clic. 2 degrés sud, clic. 42 degrés ouest, clic. Il retint son souffle et tourna la petite clé. Il y eut un clic métallique retentissant alors que le pêne se rétractait. Pour la première fois depuis probablement un demi-siècle, la serrure était ouverte. John retira la clé et saisit la simple poignée en fer de la porte. Il tira la porte vers l'intérieur avec un bruit de gémissement silencieux de bois gémissant qui se déplaça pour rencontrer le son de la pierre froide gémissante. L'odeur de poussière, de vieux papier, et de quelque chose d'autre. Le faible goût métallique des secrets scellés. John éclaira l'ouverture avec sa lampe de poche. Le faisceau traversa l'obscurité absolue, mais il fut absorbé, ne révélant rien d'autre que le haut
d'un escalier raide et étroit descendant dans les ténèbres sous la voûte. Elle était ouverte, le passé attendait. L'air qui montait des ténèbres d'en bas était froid et complètement immobile. Sur son seuil éteint, John se tint plus d'un siècle au seuil clignotant. Un chemin abrupt et solitaire descendit l'escalier raide en pierre. À ses côtés, S laissa échapper un léger gémissement. Interrogateur, son corps tendu et vigilant. Il regarda John, ses yeux cherchant un signe de réconfort. « C'est bon, mon gars, dit John, sa voix un grondement doux que le silence absorba rapidement. Allons voir ce que nous avons trouvé. Avec S derrière lui si près qu'il touchait pratiquement la jambe de John, jusqu'à ce qu'il descende à pied et descende prudemment dans la pierre avec laquelle cet endroit avait été construit. Après environ 20 marches, ils atteignirent le fond. Ils arrivèrent sur un sol en béton lisse. John balaya le faisceau de la lampe de poche dans l'espace. Et son souffle se bloqua dans sa poitrine. Ce n'était pas une simple pièce de sous-sol. C'était un coffre-fort construit à cet effet, à climat contrôlé, d'environ 30 pieds carrés avec des murs épais et isolés. Le long de 2 murs, il y avait des rangées de hauts classeurs gris de style militaire. Les 2 autres rangées étaient empilées le long d'une rangée de hautes armoires en bois. Chacune empilée le long de plusieurs murs différents. Projet Égide. Son ampleur était stupéfiante. Ce n'était pas l'œuvre d'un seul homme cachant quelques trésors personnels. C'était une opération secrète professionnelle. L'air sentait le vieux papier sec sur toile et une odeur légère et propre d'huile de conservation. S commença à renifler le périmètre de la pièce, ses pattes ne faisant aucun bruit sur le sol lisse. Il semblait calme, sa tension initiale étant remplacée par un frisson, Debout dans un endroit oublié par l'histoire. Il s'approcha du tas de caisses le plus proche. Le faisceau de sa lampe de poche dansa sur les marques au pochoir. Il trouva un petit pied de biche dans une trousse à outils laissée contre un mur. Un autre signe de la planification minutieuse de son ancêtre. Avec un gémissement de protestation du bois, il souleva le couvercle de la première caisse. À l'intérieur, niché dans un lit de paille. Un épais cadre en toile enduite d'huile. John fut soigneusement soulevé. Lampe de poche. Les couleurs étaient d'une vivacité à couper le souffle. C'était un paysage impressionniste. Un champ de tournesol sous un ciel bleu tourbillonnant. La signature en bas était incomparable, même pour son œil non entraîné. Monet. Il le fixa, son esprit luttant pour saisir la réalité de ce qu'il tenait. Il le posa doucement contre le mur et ouvrit une autre caisse. Et puis, de son portrait, une ombre le suivit. Rembrandt, une aquarelle de danseur de ballet de Degas, une nature morte. Si vivante qu'il pouvait presque sentir les fruits. C'était une rançon royale, un musée privé caché du monde. Après une longue et vertigineuse heure à découvrir chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, John tourna son attention vers les classeurs. Le trésor ici, il le soupçonnait, n'était pas d'or ou de toile, mais de vérité. Les tiroirs glissèrent en sifflant dans l'air sec. Les documents s'ouvrirent d'abord dans un classeur métallique lisse. Les factures de vente et les estimations d'assurance de chaque œuvre d'art de la pièce, que son ancêtre avait soigneusement conservée. C'est dans le deuxième classeur, sous l'étiquette « Correspondance Égide », qu'il trouva le cœur du mystère. Il sortit un épais dossier. Sur la page de titre était estampillé en rouge, délavé. Strictement secret. Il contenait la charte officielle de l'opération Égide, une entreprise conjointe entre le gouvernement américain et un consortium était une entreprise conjointe entre un collectionneur suspect et un consortium, qui devait protéger le musée. L'art contre la menace du pillage nazi en cas d'invasion ou de destruction à grande échelle. Blackwood Manor avait été choisi pour son emplacement isolé et sa construction solide. C'était l'un des plusieurs dépôts secrets de ce type à travers le pays. Mais c'était un mince dossier personnel tout au fond du tiroir qui contenait le secret le plus sombre. Il ne contenait que quelques pages, écrites non pas sur une machine à écrire officielle, mais de sa propre main. C'était un projet de lettre non daté de son arrière-grand-père de novembre 1945. John était assis sur le sol en béton froid. Et il posa immédiatement sa tête sur son genou. Et je commençai à lire. À qui de droit, commença la lettre.
bien que j'aie respecté toutes les directives concernant la restitution des biens du projet Égide à leurs propriétaires désignés, je dois formellement protester et refuser le transfert de 12 pièces spécifiques. Mes recherches ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que les titres de propriété fournis pour ces œuvres ont été habilement falsifiés. L'homme qui se fait appeler M. Alistair Kane n'est pas leur propriétaire légitime, car Kane a transmis à John une lettre pour l'Europe. Shaw est l'agent de Kane pour les familles froides, déplacées par la guerre, est en fait un profiteur de guerre, un collaborateur qui a exploité le chaos du conflit pour acquérir des biens volés à des familles juives qui ont péri dans les camps. La preuve s'y jointe de lui restituer ces chefs d'œuvre serait une sanction de son vol et une profanation de la mémoire de leur véritable propriétaire. Je ne peux, en bonne conscience, être complice de telles pièces. Tant que je sais que ces pièces, un endroit monstrueux, ne resteront qu'à moi, ces injustices me resteront. Une fois, lorsqu'il sera possible de trouver leur véritable lignée, ou jusqu'à ce qu'une autorité plus juste prévale. Je les protégerai de ma vie, si nécessaire. C'était tout. Il y avait un crime, une dissimulation et une promesse solennelle d'un homme honorable, son arrière-grand-père. Il s'était dressé contre la puissante famille Kane, et ce faisant, avait déclenché une querelle qui s'était prolongée pendant des générations. Victor Kane sentait que John n'était pas seulement après l'argent, que John était son origine criminelle, après les preuves qui le rétabliraient. Ce n'était plus seulement l'héritage de son oncle, c'était celui de son arrière-grand-père. Il était le dernier gardien à ce poste, l'héritier d'un devoir sacré. Son entraînement militaire a pris le dessus sur la vague d'émotions. Il était dans une position compromise, détenant des renseignements que l'ennemi tuerait, car il devait agir, et il devait agir maintenant. Il sortit son téléphone portable. Il n'y avait pas de signal sous terre. Il rassembla une liste de jurons sous son souffle, 12 tableaux contestés et de faux titres de propriété. Avec à ses trousses, il monta les escaliers pour retourner dans la maison principale. Il se dirigea vers la fenêtre du deuxième étage, où il savait que le signal était le plus fort. Rapidement et méthodiquement, il prit des photos claires et haute résolution de chaque page, qu'il sauvegardait sur un service de cloud sécurisé, qu'il avait toujours maintenu depuis qu'il était en service. Les preuves étaient maintenant dupliquées via ses contacts sécurisés et hors site, qu'il appela pour la première fois en plus d'un an. Fait. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix rauque et familière ne réponde. Miller, ne me dis pas que tu m'appelles pour me souhaiter mon anniversaire, ce n'est pas encore fait. J'appelle, Marcus, dit John, sa voix basse et sérieuse. Marcus Dunn était son second commandant, un homme en qui il avait une confiance inconditionnelle. Maintenant agent spécial avec l'équipe du FBI chargé des crimes d'art. J'écoute, la voix de Dunn, d'un ton sensible et taquin, attiré dans le Vermont, attiré pour attirer l'attention. John dit, choisissant soigneusement ses mots. Il ne pouvait pas risquer d'en dire plus sur une ligne ouverte. La situation est contenue pour l'instant, mais elle pourrait dégénérer. J'ai besoin que vous soyez prêts. Il y eut une pause. Dunn le connaissait assez bien pour ne pas poser de questions inutiles. Il savait que John n'aurait jamais appelé comme ça si ce n'était pas grave. Compris. Envoyez-moi votre position. Je mettrai une épingle là-bas, et je maintiendrai l'équipe en alerte informelle. Vous donnez le mot, on y va. Bien, espérons que cela n'arrivera pas, John a dit que cela arriverait toujours. Avec toi, Miller. Dunn a répondu, mais il y avait une note de respect dans sa voix. Surveillez vos arrières. John raccrocha. Un léger soulagement l'envahit. Il avait sécurisé les preuves et alerté un atout fiable. Il n'était plus totalement seul. Il baissa les yeux vers S, qui s'était assis et avait patiemment préparé sa tête à côté de son chien pendant tout ce temps. Les heures après l'appel à la conclusion se sont étirées dans un silence tendu et vigilant. L'adrénaline de la découverte dans le coffre-fort s'était lentement dissipée, remplacée par le calme froid et familier d'un soldat en attente de contact. John ne se reposait pas. Lui et S se déplaçaient dans le manoir obscur comme des fantômes, préparant leur défense. Il verrouilla de nouveau le coffre-fort et la porte cachée, laissant les secrets du passé scellés une fois de plus. Il vérifia son alarme cassée, renforçant les principaux points d'entrée que nous avions couverts. Ils étaient parfaitement équilibrés.
Il ne construisait pas une forteresse pour gagner une guerre, mais un labyrinthe conçu pour ralentir, confondre et retarder les intrus. Son objectif n'était pas de vaincre l'ennemi, mais de le dépasser. S semblait comprendre la gravité de la situation. Il resta collé au flanc de John. Son énergie habituellement joueuse remplacée par une intensité silencieuse et concentrée. Il s'arrêtait régulièrement, la tête penchée, les oreilles, ses sens tressaillant comme John tressaillerait la vieille maison pour l'alarme. Inventé. L'attaque survint. Juste après 2 heures du matin, sous le couvert d'un ciel sans lune et nuageux. Elle ne commença pas par un coup, mais par un léger cliquetis métallique du côté et de la maison. John, assis dans l'obscurité de la cuisine principale, fut sur pied en un instant. S était déjà là, près de la porte, un grognement silencieux vibrant profondément dans sa poitrine. À travers le jardin. Envahi, c'était le bruit de l'alarme sur la propriété lointaine. C'était tactique. Doucement, mon gars, murmura John, posant une main apaisante sur le dos d'S. Il se dirigea vers la fenêtre. Salle qui donnait sur les jardins, jetant un coup d'œil par une fissure dans le cadre barricadé. Il les vit, 4 silhouettes vêtues de vêtements sombres, se déplaçant avec une efficacité entraînée. Ils contournèrent le chemin principal et se frayèrent un chemin à travers les bois. L'un d'eux portait une lourde cisaille. Il n'était pas là pour essayer de négocier. Son esprit. Une fenêtre depuis l'entrée de la course. Une fenêtre au rez-de-chaussée, il devait les forcer à contrôler leurs mouvements, et avec le temps. Il saisit une lourde poêle en fonte de la cheminée. Avec S à ses trousses, il monta le grand escalier jusqu'au 2e étage. Il se positionna dans l'ombre du long couloir, le même couloir qui dissimulait la porte secrète. De là, il avait une vue plongeante sur le foyer et les couloirs principaux menant de la fenêtre du rez-de-chaussée. Quelques minutes plus tard, il entendit un craquement des 2 côtés de la fenêtre du rez-de-chaussée. Un faible bruit de verre brisé suivit, dans lequel il se trouvait. Il entendit leur voix basse en bas, confiante et professionnelle. Ils étalèrent leurs faisceaux de lampes de poche coupant. Des motifs nets et nerveux dans l'air poussiéreux. Ils l'ont trouvé, ordonna une voix basse et autoritaire. C'était Victor Kane. Il était là lui-même. C'était plus qu'un travail pour ces hommes. C'était personnel. John attendit, sa respiration lente et régulière. Il devait les séparer pour que la taille de la maison devienne un avantage. Il regarda S, qui le surveillait attentivement. Attendant l'ordre. Il désigna l'extrémité du couloir, vers l'aile ouest de la maison. Va, S, parle, murmura-t-il son ordre, à peine audible. S comprit. Il se déplaça comme une ombre griseleux. Long du couloir, ses pattes silencieuses. Quand il atteignit l'extrémité poussiéreuse de la rangée de barres, une écho dans tout le manoir. En bas, les intrus se raidirent, le côté ouest était en. Oh! L'un des hommes a crié. John entendit 2 paires de pas se séparer du groupe principal, martelant l'escalier secondaire de l'aile ouest, attiré par le son du chien. C'était l'ouverture dont il avait besoin. Alors qu'ils étaient distraits, John bougea, tenant, il avait besoin de créer un autre escalier principal, prêt à résoudre. Dans la salle de bal massive et oubliée. Il trouva les cordes des lourds rideaux de velours qui couvraient les fenêtres imposantes. En quelques coups rapides de son couteau, il affaiblit les supports. Puis il se rendit à la bibliothèque. Plaçant la lourde poêle sur une étagère haute, en équilibre précaire au-dessus de la porte. C'était un piège simple, non mortel. Il entendit les hommes de l'aile ouest revenir, se dirigeant avec frustration vers l'endroit où le chien avait disparu, comme si le chien avait disparu. John redescendit furtivement le grand escalier jusqu'à sa position précédente. C'était maintenant le moment du plat de résistance. Il prit une profonde inspiration et, de toutes ses forces, poussa la massive armoire chinoise couverte de poussière qui se tenait en haut de l'escalier. Elle bascula. Vacilla un instant à vous couper le souffle, puis, avec un rugissement cataclysmique de bois fracassant, dévala le grand escalier, le bloquant complètement. Porcelaine brisée. Histoire brisée. Le chaos éclata en bas. Les hommes criaient d'alarme, leurs lampes de poche fouettant sauvagement l'air. Il est là-haut. Il est piégé, cria l'un d'eux. Dispersez-vous. Trouvez un autre chemin vers le haut, maintenant.
ordonna Kane, sa voix ferme, enragée. C'était exactement ce que John voulait. Maintenant, il réagissait à lui, et non l'inverse. Lui et S disparurent dans le labyrinthe de chats du premier étage. Et S disparurent dans le labyrinthe de chats du couloir du premier étage des morts et de la souris. Il utilisa la maison elle-même comme arme. Il jeta une pierre détachée dans le puits de service, provoquant un fort cliquetis dans la cuisine. Il utilisa sa connaissance des planchers qui grinçaient pour se déplacer silencieusement, tandis que ses poursuivants faisaient du bruit. Il les mena à la poursuite à travers des pièces qu'il n'avait pas vues d'être humain depuis 50 ans. C'était un fantôme, toujours un pas en avant. Son seul but était de garder la ligne proche. John arriva soudain au pas des deux hommes de Kane qui se déplaçaient dans le couloir. Alors qu'il discernait un nouveau son, c'était le gémissement lointain mais indubitable de sirène qui s'approchait rapidement sous terre. Kane l'entendit aussi, un chapelet d'injures furieuses résonnant du foyer. Ils ont appelé les flics. Tout le monde, retour au véhicule. Maintenant. Mais il était trop tard. Des projecteurs puissants et professionnels balayèrent soudainement des fenêtres blanches claires à l'intérieur, traversant des fenêtres blanches. Un mégaphone amplifié résonna dans la nuit, une voix que John connaissait bien, c'était le FBI. La propriété est encerclée. Jetez vos armes et sortez les mains en l'air. C'était fini. Il l'avait fait. De sa cachette, John entendit le cliquetis métallique des armes tombant sur le sol en pierre. Le combat était terminé. Il posa sa tête contre le mur, une vague de soulagement profond l'envahit, si intense qu'elle lui fit presque plier les genoux. Il resta caché jusqu'à ce qu'il entende l'équipe de Dunn balayer la maison. Leur voix calme et professionnelle appelant pièce par pièce, avant d'arriver finalement dans son couloir. Dunn apparut, ses mains dans la pochette de son arme pliée. Un instant plus tard, son gilet tactique est tiré sur un costume froissé. Il semblait fatigué, mais ses yeux étaient vifs. Il observa la scène, l'escalier barricadé, le chaos général. Et un lent sourire se dessina sur son visage. « Ça arrive toujours avec toi, Miller. » dit-il en secouant la tête. Il baissa les yeux vers S, qui avait émergé des ombres pour se tenir aux côtés de John. « Et tu as toujours dû te préparer pour lui faire un désordre autour des bras. » De John, pour qu'il puisse parler. Ils enfouirent leur visage dans la fourrure épaisse et réconfortante du chien. Ils avaient tenu la ligne. L'héritage était en sécurité. Les premières lueurs de l'aube se levaient sur les montagnes vertes, peignant le ciel dans de douces nuances de gris et de rose. Mais la beauté paisible du matin contrastait fortement avec la scène à Blackwood Manor. Les lieux, autrefois silencieux et oubliés, étaient maintenant une ruche d'activité, grouillant de lumière de leurs agents, de techniciens de l'état du FBI et de véhicules de casting. Une lueur surnaturelle sur les vieilles pierres. John était assis à l'arrière de son pick-up, une épaisse couverture de laine jetée sur ses épaules, une tasse de café fumante à la main. Elle s'était assis fidèlement à ses pieds, la tête posée sur la botte de John, une présence silencieuse et apaisante. John avait passé les 3 dernières heures à faire sa déclaration officielle à Dunn, racontant tous les détails depuis le moment où il avait reçu la dernière grande lettre de l'avocat, qui avait déposé une plainte en annulation, le journal de son grand-père et les copies numériques des documents du coffre-fort. Le poids du secret, le fardeau qu'il portait seul, était enfin levé. Dunn passa sa main sur son visage marqué par l'épuisement, mais aussi par une profonde satisfaction, que le rapport préliminaire sur l'art était en lui. Il dit d'une voix basse, les experts appellent cela l'une des plus importantes récupérations d'art de la Seconde Guerre mondiale. Sur le sol américain. Vous n'étiez pas seulement le gardien d'un trésor, Victor Miller. Et ces hommes, vous gardiez un trésor. Les véhicules non marqués, il y a des heures, leur silence professionnel a été brisé lors de l'interrogatoire fédéral. C'étaient des mercenaires, engagés par Kane pour sécuriser le contenu du coffre-fort par tous les moyens nécessaires pour eux. C'était un travail pour Kane, c'était une obsession. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, John, demanda-t-il. Comment Kane a-t-il regardé la façon dont les rouages de la justice tournent? Maintenant? Dunn dit, nous allons sécuriser le coffre-fort et son contenu comme preuve. C'est un processus de recherche des propriétaires originaux. Les propriétaires seront un long musée. Leur héritage est sur le point d'être réécrit.
La prédiction de Dunn était un euphémisme. L'histoire du vétéran solitaire, de son fidèle chien et du trésor caché d'œuvres d'art de l'ère nazie a explosé dans la conscience nationale. Les fourgonnettes de presse campant au bout de la longue allée du manoir, les gros titres à travers le pays criaient « L'histoire d'un vétéran et de son chien ». K9 protège un trésor historique masculin. Et K9 enterré dans le trésor historique noir. Des mensonges. Le FBI révèle des décennies de vol d'art. Les preuves que John avait découvertes étaient irréfutables. Les registres méticuleusement tenus par son arrière-grand-père, combinés aux faux documents et à l'art lui-même, dressaient un tableau clair des crimes d'Alistair Kane. La tentative désespérée de Victor Kane d'enterrer le passé de sa famille a ironiquement révélé que le monde entier, sous le poids des biens de Kane, était gelé, et sa réputation s'est effondrée. Voyant Kane s'effondrer. Une litanie de poursuites judiciaires et de découvertes historiques. Des historiens de l'art et des conservateurs du monde entier se sont réunis à Blackwood Manor. Leur voix calme et respectueuse remplaçant les cris des agents fédéraux. John et sont observés les chefs d'œuvre être méticuleusement catalogués, authentifiés et préparés pour leur dernier voyage vers leur foyer. Un vif après-midi d'automne, un an après l'intervention, John se tenait sur le porche comme un petit tableau élégant d'une rue de Paris, qui appartenait à une femme âgée de Paris. À son grand-père, propriétaire d'une galerie, qui avait péri pendant l'Holocauste. Alors qu'elle serrait le tableau contre sa poitrine, les yeux remplis de larmes, elle se tourna vers John. « Vous avez ramené un morceau de mon âme », dit-elle en anglais avec un fort accent. « Ma famille vous est redevable. » C'est dans de tels moments que John comprit la véritable nature de l'héritage qu'il avait hérité. Il ne s'agissait jamais de la valeur monétaire réelle de l'art. Pour honorer sa mémoire et honorer son rôle dans la juste protection de l'art, John a reçu des récompenses substantielles d'un consortium de musées reconnaissants et de compagnies d'assurance. Des frais de découvreur qui se sont élevés à une somme si importante qu'elle semblait irréelle. Son premier acte n'a pas été d'acheter un nouveau camion ou de quitter le Vermont, mais d'engager une équipe des meilleurs experts en restauration historique de la Nouvelle-Angleterre. Il avait l'intention de ramener Blackwood Manor à la vie. La ville de Havenwood a vu l'ancienne maison se vendre dans une maison folle, où la curiosité se vendait, maintenant la curiosité se vendait. Des camions transportant de l'ardoise pour le toit et des panneaux de verre sur mesure sont devenus monnaie courante sur la route du manoir. John a insisté pour embaucher des artisans locaux. Chaque fois que possible, injectant de l'argent et de la vie dans la communauté. George Henderson, le propriétaire du magasin, passait souvent avec des provisions et des potins locaux. Sa suspicion initiale avait fait place à une fierté et à une affection de bon voisinage. Un après-midi, alors que John supervisait la bibliothèque municipale poussiéreuse lors d'une croisière en bois, l'allée. L'homme qui en sortit était le chef de la police Brody, un homme costaud aux cheveux gris, au visage buriné et réputé pour être un homme de peu de mots. Il fut l'un des premiers officiers locaux sur les lieux la nuit du raid. Il s'approcha de John, les mains dans les poches. « Miller », dit-il brusquement, hocha la tête. « Chef », répondit John en s'essuyant les mains sur un bon chiffon. John regarda le toit réparé. John avait déjà regardé le toit réparé. Il dit que le chef resta silencieux un instant, son regard posé sur S, qui était allongé sur un rayon de soleil sur le porche. Vous savez, quand nous avons appris pour la première fois que quelqu'un s'accroupissait ici, j'ai pensé que vous étiez un problème. Un autre vétéran qui ne pouvait pas laisser la guerre. Derrière lui. Il regarda John dans les yeux. Une expression de respect sincère sur son visage buriné. Il tendit une main calleuse. Je me suis trompé. Vous avez mené cette guerre à la bonne fin. Cette ville est fière de vous. John lui serra la main, un geste simple qui signifiait plus que tous les articles de journaux réunis. Il n'était plus un étranger, il faisait partie de la communauté. Avec la restauration physique du manoir en plein essor, John se tourna vers l'avenir. Il utilisa une partie considérable de l'argent de la récompense pour créer la fondation Aegis Legacy. Blackwood Manor ne serait pas une résidence privée, mais deviendrait un centre d'études historiques, une bibliothèque d'art et un centre de rapatriement. Une fois ouverte aux chercheurs de la Seconde Guerre mondiale. Le tombeau des secrets a été transformé en un petit musée privé dédié à l'histoire de l'opération Aegis. Un soir frais, John se tenait sur le porche nouvellement achevé.
Une tasse de café à la main, observant les lieux. Le soleil couchant projetait une lumière dorée chaude sur le manoir, faisant briller les vieilles pierres. Les fantômes du passé étaient apaisés. S vint s'asseoir à côté de lui, reposant son poids sur cet ami incroyable. John était arrivé ici et avait regardé son incroyable ami. Comme deux âmes solitaires cherchant la paix et le silence. Elles avaient trouvé une mission, un but et un foyer. La voie n'était plus un endroit où se cacher du monde, mais un phare de justice, un témoignage du courage tranquille d'un homme et de la force durable de la vérité. L'héritage était en sécurité, et un nouveau venait de commencer. 2 années ne s'étaient pas écoulées en un clin d'œil, mais comme une série de jours printaniers. Délibérés et significatifs. Le Vermont s'était transformé en une période de verdure, d'été et de la palette flamboyante de l'automne. Et à chaque saison qui passait, Blackwood Manor guérissait. La maison ne se dressait plus comme une relique sombre et oubliée, elle était vivante. Les pierres recouvertes de mousse sombre avaient été nettoyées, révélant des gris chauds et accueillants. La lumière du soleil, non obstruée par la saleté et les vitres brisées, inondait les fenêtres immaculées, éclairant des pièces remplies non pas de poussière et de fantômes, mais de livres anciens et d'un but pur. La fraîche odeur de citron avait remplacé la fraîche odeur de citron. Blackwood Manor était désormais la demeure permanente d'historiens et d'étudiants en articles. La fondation Aegis Legacy parcourait maintenant les couloirs que John et S patrouillaient autrefois, dans un silence tendu. La grande bibliothèque, avec ses boiseries brillantes, était de nouveau un sanctuaire de savoir. Le petit musée dans le coffre-fort transformé recevait un flux constant de visiteurs sur rendez-vous, chacun repartant avec une compréhension plus profonde du petit chapitre de guerre de la vie de John. Il n'avait plus le grand et terrible chapitre de la vie, le solitaire. Mais le gérant vivait dans un petit appartement privé, magnifiquement rénové dans l'allée du manoir. Il supervisait le fonctionnement de la fondation avec une compétence tranquille qui ne surprenait personne plus que lui-même. Il était respecté non seulement comme un héros, mais comme un gardien réfléchi de l'histoire. Le changement le plus profond, cependant, était celui que personne d'autre ne voyait. C'était le silence qui remplissait maintenant ses nuits de sable et son sommeil nocturne. Et son sommeil nocturne était plein de sable, le paysage. Des décennies s'étaient écoulées. Il n'avait pas été vaincu dans une seule bataille violente, mais avait simplement disparu. Affamé de l'obscurité et de l'isolement dans lesquels il prospérait. Il dormait profondément maintenant, d'un sommeil profond et sans rêve, ronflant doucement sur le tapis près du lit. Les halètements frénétiques du réveil, les sueurs froides, le poids fantomatique de son armure, l'après-midi d'octobre, n'étaient plus que des souvenirs de cicatrices qui ne l'étaient pas. John se tenait dans la bibliothèque, regardant une jeune étudiante de 3e cycle penchée sur une collection de documents. Son front se plissait de concentration. Elle rédigeait sa thèse sur le rôle des citoyens privés dans la conservation en temps de guerre. Elle était l'une des dizaines de personnes qui venaient ici pour apprendre qu'il leur avait fourni les matières premières de l'histoire, et qu'il, à leur tour, avait rempli sa maison de vie et de sens. Il s'approcha de la grande cheminée en pierre. Accroché au-dessus, mais ce n'était pas un simple portrait amateur sans cadre. Il ressemblait au début du XXe siècle, peint par son arrière-grand-père. À côté se trouvait une petite photo décolorée de son grand-oncle Augustus, ses yeux doux et érudits semblant regarder. Avec un accord silencieux. John regarda les visages des 2 hommes qui avaient si profondément changé sa vie qu'il comprit enfin le véritable héritage qu'ils lui avaient laissé. L'argent que la maison pouvait gagner, n'était pas seulement une mission de guerre, il lui avait donné une vraie survie. Honorer la vérité et la restauration. Il lui avait donné une raison. D'utiliser ses compétences, non pour détruire, mais pour protéger. En sauvant les secrets de Blackwood Manor, il s'était sauvé de la manière la plus inattendue, la mission l'avait sorti du désert de son propre esprit et ramené dans le monde. Elle lui avait rendu un avenir qu'il avait pensé perdu à jamais. Alors que le soleil commençait à descendre lentement, peignant le ciel de touches éclatantes de pierres violettes construites qui se répandaient sur le sous-sol frais orange-bleu. John et les arbres bordant la propriété brillaient de couleurs automnales. C'était une scène de paix profonde. Le corps lourd familier s'appuya sur sa jambe. Elle était là comme toujours, sa fourrure grise et blanche douce dans la lumière déclinante. Il était plus âgé maintenant, son museau givré de gris,
ses mouvements un peu plus raides, mais ses yeux étaient aussi vifs et intelligents que jamais. Il leva les yeux vers John, sa queue frappant le chien austère et satisfait. John posa ses doigts contre la pierre, la douce fourrure derrière ses oreilles. Ils se tenaient là ensemble dans un silence confortable, deux vieux soldats qui avaient trouvé leur dernier lieu de paix. Ils étaient arrivés à cet endroit brisé et à la dérive. Un homme hanté par son passé et le chien qui était son seul point d'ancrage. Ils avaient fait face à des menaces visibles et invisibles. Et ensemble, ils avaient construit un foyer. Le regard de John s'éloigna des couleurs vives de la forêt pour se poser sur les fenêtres qui ne brillaient plus. Il n'était plus les lumières chaudes et résonnantes, il se cachait. Il n'était pas le gardien d'un trésor, mais d'une histoire, une histoire de courage, d'intégrité et de la force durable de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Il avait trouvé son foyer non seulement entre les solides murs de pierre de Blackwood Manor, mais dans la paix tranquille et constante qui s'était finalement installée dans sa propre âme. Il avait tout ce dont il avait besoin. « C'est beau, n'est-ce pas, mon gars » dit John doucement, puis John regarda sa voix pleine de la satisfaction tranquille qu'il avait. Il regarda une fois deux. Plus la satisfaction tranquille et béate qu'il avait soupiré. L'héritage était en sécurité, l'avenir était clair, et ils y faisaient face ensemble. Le voyage de John et S nous enseigne une vérité. Simple, les blessures les plus profondes sont souvent guéries par la loyauté silencieuse d'un ami qui ne demande rien en retour. Cela nous rappelle que le plus grand héritage que nous puissions espérer n'est pas les trésors à posséder, mais les missions qui nous donnent un sens. Si leur histoire a trouvé une place dans votre cœur, nous vous invitons à faire partie de notre communauté en partageant vos pensées sous chaque partage, chaque j'aime et chaque abonnement. Cela nous aide à découvrir plus d'histoires de courage et d'amitié. Une nouvelle histoire vous attend déjà. Il suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran et de continuer le voyage avec nous.